Dimitri Pavlenko. Ce soir, c'est le week-end. Alors avant de débrancher, pour vous consacrer à autre chose, c'est-à-dire la vraie vie. Petit résumé, n'est-ce pas, Yves Tréhard? Petit résumé, lui débranche jamais. Il débranche jamais, Yves Tréhard. Petit résumé de la semaine politique et perspective sur la semaine prochaine. L'événement de la semaine, c'est évidemment la nomination lundi d'Elisabeth Borne à Matignon. C'est aussi cet après-midi la présentation du gouvernement. Alors, on n'a pas de nom à ce stade, ça va être difficile de commenter. Vous aurez quand même noté que les critiques à l'adresse de la nouvelle première ministre, les critiques sont surtout venues du camp dont on dit qu'elle est issue, à savoir la gauche. Alors il faut aussi se demander quel sera le logiciel du prochain gouvernement qu'on attend toujours. Face à l'hausse des prix, par exemple, que faire? Est-ce qu'on fait des réformes pour l'avenir quitte à souffrir un peu au début? Ou bien est-ce qu'on fait des chèques, le gel des loyers, etc. Certains voient d'ailleurs dans cette tentation du blocage des prix une forme de mélanchonisation des esprits. Quelle victoire culturelle pour lui. On se penchera aussi un petit peu sur le cas de la droite avec le retour de Laurent Wauquiez et le départ de Damien Abad. Ça fait partie de, je crois que c'est la une du Figaro ce matin. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Et Philippe Val qui est revenu avec nous. Rebonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Première question pour vous Yves. On avait tout à l'heure Olivier Faure du Parti Socialiste. J'ai oublié de mentionner quelque chose de très important qu'a dit Jean-Luc Mélenchon lors de la présentation du programme. Catherine Ney à l'instant vient nous dire, vous observez cette reconcentration du pouvoir entre les mains non plus du couple exécutif traditionnel, président, Premier ministre, mais là c'est plutôt président et son secrétaire général, Emmanuel Macron, Alexis Kohler. Jean-Luc Mélenchon, il dit, en fait non, vous avez rien compris, c'est pas du tout ça qui est en train de se passer. Nous vivons une époque de reparlementarisation de la vie politique. Le centre de gravité du pouvoir, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est l'Assemblée nationale. Alors vous en pensez quoi? Écoutez, il est extrêmement fort, Jean-Luc Mélenchon. C'est un type extraordinaire. Moi, j'ai une admiration sans borne pour lui, parce qu'en fait, il vit dans un rêve. Vous savez, la première ministre a dit, mais vivez vos rêves, allez jusqu'au bout de vos rêves. On est à l'ère de Jean-Jacques Goldman en ce moment. Et donc lui, Jean-Luc Mélenchon, il y croit. Il y croit malgré son grand âge. Eh bien, il est encore dans son rêve et il fait croire à tout le monde. Et tout le monde fonce, court derrière lui, surtout à gauche. Oui, maintenant c'est le nouveau Messie, je dirais, de la politique française et de cette gauche qui s'est perdue complètement. Et on a certains ont l'impression que c'est lui qui va la ressusciter. Il est extraordinaire. Vous savez ce que disait Jacques Chirac, la politique. Il est en train de la tuer, par ailleurs. Mais c'est très bien. Mais Jacques Chirac disait, la politique, c'est rendre possible ce qui est nécessaire. Est-ce que ça n'est pas nécessaire? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est nécessaire? Oui, mais reparlementariser, c'est-à-dire redonner un peu de pouvoir au Parlement. Oui, mais ça, sur le fond, évidemment, tout le monde en est conscient. Il faudrait effectivement qu'il y ait davantage de check and balance, comme disent les Américains. Mais c'est pas le cas. Oui, la réforme, le référendum qui a fait le quinquennat avec la chronologie, c'est évidemment a fait perdre beaucoup de pouvoir au Parlement, mais le Parlement en a encore. Et puis c'est pas fini. Il y a une réforme vraisemblablement qui arrivera, puisque Macron peut-être veut rétablir le septennat, et ce qui redonnerait des élections au milieu du mandat du président. On n'en entend plus parler, ça. C'est vrai qu'on n'en entend plus beaucoup parler, mais on en a entendu parler il y a 3 semaines. Parce que c'est une réforme qui est très difficile à faire. Très difficile. C'est très simple. Il faut d'abord avoir les 3/4 du Parlement réuni en congrès à Versailles pour commencer à imaginer une réforme. C'est compliqué. Pour en revenir à Mélenchon, c'est vrai qu'il est dans un rêve et vous savez, les rêves. Philippe, approchez-vous un peu du micro. Les rêves, ils ont cette particularité de parfois être parfaitement incohérents, sauf pour le psychanalyste qui y voit un langage, etc. Mais les rêves de Mélenchon sont difficiles à suivre pour quelqu'un qui n'est pas psychanalyste. Mais alors qu'est-ce qui est incohérent chez Mélenchon? C'est-à-dire quand on voit le parcours de Mélenchon, d'abord sa jeunesse trotskiste, ça par contre je pense que c'est une constante chez lui. Je pense que c'est resté très fort imprimé. Par exemple, il a toujours ce tropisme de vouloir jouer la rue contre le suffrage universel quand ça va pas. Et ça c'est très trotskiste. Et ensuite le Parti Socialiste, il se range du côté de Mitterrand qui n'est pas la gauche du Parti Socialiste. Mitterrand, il est quelque part sur l'échiquier politique un peu variable. Non, mais Mélenchon fait le coup de Mitterrand, c'est-à-dire qu'il explique hier que sa NUPES, c'est la place centrale des forces de gauche qui peuvent ne pas être d'accord sur un certain nombre de sujets, mais il faut quand même, il y a un dénominateur commun fondamental. C'est exactement ce que disait François Mitterrand. Oui, mais ce qui est curieux, c'est que dans ce Parti Socialiste, il va incarner, quand il y était, il va incarner ce qu'il y a de plus républicain, ce qu'il y a de plus laïque et de plus ferme sur les principes. Et il va se faire un nom comme ça. Et quand il part, quand il sort du Parti Socialiste, il se fait un nom sur le contraire.
c'est-à-dire la connivence, Jean-Luc Mélenchon, la connivence avec les indigénistes, avec des choses pas très nettes, des associations un peu antisémites, mais bon, il va défiler, on l'a vu on va défiler avec des associations contre l'islamophobie avec des gens pas fréquentables du tout. En novembre 2019, tout le contraire de ce qui lui a fait un nom dans le Parti socialiste à l'époque. Donc voilà, il vit dans un rêve, mais c'est un rêve changeant quand même. C'est un rêve dangereux, peut-être. C'est un rêve opportuniste. C'est un rêve opportuniste. Ah voilà, c'est peut-être un autre. Son rêve est notre cauchemar, en fait, et le cauchemar de la France. Parce que si on applique effectivement le programme qu'il a soumis et auquel il veut soumettre ses partenaires de la gauche, qui est à peu près le programme commun, c'est le programme commun d'il y a 40 ans, c'est un programme qui, évidemment, coûtera très cher à la France. Ça fait sortir la France de l'Europe et de l'euro. Voilà. Directement. Bon, vous avez remarqué aussi que pour ces élections législatives, on avance en PAC, on avance groupé, avec évidemment donc la NUPES dont on vient de parler, mais aussi Ensemble, la bannière derrière laquelle se range La République En Marche, mais aussi Horizon, la composante Édouard Philippe, de même que le MoDem de François Bayrou, etc. On avance en PAC, sauf que cette petite information qui a été assez peu commentée, et je regrette de ne pas avoir posé la question à Olivier Faure tout à l'heure, le ministère de l'Intérieur refuse cette nuance NUPES, on appelle ça une nuance dans le langage ministère de l'Intérieur, à savoir que les candidats des différentes composantes de l'Alliance de l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon ne pourront pas faire figurer le logo sur leur tract, et ils ne seront comptabilisés que famille, parti par parti, les écologistes d'un côté, les socialistes de l'autre, etc. Alors qu'Ensemble, qui est gouverné par la même logique, c'était une confédération, ils échappent à cette interdiction. Oui, mais je crois que c'est parce qu'il y a une petite audace de la part de Ensemble, c'est qu'Ensemble fait pot commun sur le plan financier, ce qui n'est pas le cas de la gauche. Et que chaque parti, les Verts, enfin Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, le Parti Communiste et la France Insoumise, chacun a sa cagnotte. Et donc ils font caisse, ils ne partagent pas la même caisse. Alors que je crois que c'est le cas pour Ensemble. Et donc il y a une raison technique. Donc il y a une raison technique. Ah oui, intéressant. Et ça change tout, parce que change tout. Olivier Faure, par exemple, me disait que lui, il va se présenter en tant que Parti Socialiste et non pas NUPES. C'est-à-dire avec un petit cochon avec très peu de pièces dedans. Oui. Alors que Mélenchon a un gros cochon avec beaucoup de pièces dedans. Mais qu'est-ce que ça nous dit de la vie politique française, cette ça vous dit ça vous dit une chose très simple, ça veut dire que les partis sont morts. C'est pas des concentrations, parce que contrairement à ce qu'on croit, ce sont pas des ensembles, ce sont des noms. On a l'impression, comme des entreprises qui feraient des fusions-acquisitions. L'élection législative qui vient, c'est une élection entre, finalement, Monsieur Mélenchon, qui ne serait même peut-être pas candidat, Madame Le Pen, qui sera candidate, et Monsieur Macron, qui ne sera pas candidat, évidemment. Mais tout se joue. Je veux dire, la plupart des députés ou des candidats députés qui vont se présenter au mois de juin, par exemple, pour la majorité présidentielle, ne sont là que parce que Emmanuel Macron a gagné, et parce que Emmanuel Macron est la figure qui va conduire la politique. Ils font de la représentation. Personne ne les connaît, à part quelques-uns. Mais c'est pareil à gauche. Mais il faut dire à la décharge du parti du président que c'est un parti très récent. Quand les écologistes est déjà un vieux parti, ils ont des représentants partout, ils sont implantés dans les territoires, dans des mairies, ce qui est vrai aussi pour les candidats de gauche. La République En Marche, ça a 5 ans et on sait le temps que met un parti en France pour s'implanter dans les territoires. C'est très long. Oui. Mais ça donne quand même une impression. On sait par exemple que la France Insoumise, qui mise gros sur ces législatives, a peu formé pendant 5 ans, a peu investi dans la formation de ses futurs cadres, de ses futurs candidats. C'est la même chose d'ailleurs à La République En Marche, mais il y a une véritable contradiction entre cette idée de reparlementariser la vie politique française et en même temps d'avoir des candidats qui sont quand même. Mais reparlementariser, c'est Jean-Luc Mélenchon qui parle, mais c'est pas la réalité. Il y a une différence entre ce que dit un homme ou une femme politique et puis la réalité. La réalité, c'est que on est dans un paysage politique aujourd'hui qui est complètement éclaté, qui ne tient que par quelques noms, et derrière, vous avez, je dirais, une faiblesse militante, puisque c'est un militantisme par à-coup en plus. C'est pas un militantisme à l'ancienne où on entrait en politique comme on entrait en religion. Aujourd'hui, vous vous engagez sur une cause, sur un motif, et puis vous vous retirez. Vous voyez, c'est du temps partiel, ça. Je pense que la reparlementarisation,
pense comme ça, en analysant, quand je lis les discours et les déclarations des uns et des autres à ce sujet-là, du côté de la France Insoumise, je pense qu'ils s'en foutent complètement. Je pense que le Parlement n'est pas un lieu pour eux important pour mener ce qu'ils pensent être leur politique. Le Parlement, ça leur donne d'abord de l'argent, parce que quand on a des groupes et beaucoup d'élus, évidemment, on a des subventions, et ça leur donne une visibilité. Le Parlement, pour eux, ce n'est pas un lieu de débat, c'est une vitrine. C'est une vitrine pour pouvoir dire quelque chose au peuple, mais non pas entre parlementaires. On voit le bien d'ailleurs à la Chambre, le groupe de la France Insoumise. Ce qui compte, c'est la petite reprise de 15 secondes qu'on balance sur Twitter. Voilà. C'est parler au peuple. Ce qui leur intéresse de faire, c'est de conduire les gens dans la rue. C'est la rue qui compte. Il faut bien comprendre que avoir un groupe au Parlement avec beaucoup de monde, ça sert à mettre les gens dans la rue. J'aimerais qu'on parle aussi de la formation du gouvernement, alors sans prendre la tête sur qui y sera, qui n'y sera pas, qui va rentrer, qui va sortir. Qu'est-ce qu'il va falloir surveiller, Yves Tréhard, selon vous? Les périmètres ministériels, justement Non, moi je vais vous dire, il y a une feuille de route tout à fait sommaire qui a été délivrée par le président de la République, qui a dit éducation, si j'ai bien compris, éducation, santé, écologie, sécurité, Europe. Eh ben, il va falloir regarder sur chacun de ces thèmes, eh bien, quelle est la figure qui va apparaître cet après-midi. C'est ça qui va être intéressant. On parle beaucoup, sous l'autorité d'Elisabeth Borne, Premier ministre, deux sortes de vice-premiers ministres dédiés à l'écologie. Alors ça va être la grande nouveauté, c'est de savoir si cette nouveauté, d'ailleurs, si la promesse va être tenue, c'est d'effectivement, si j'ai bien compris, partager l'écologie entre deux pôles, avec un pôle qui est plus particulièrement chargé de l'énergie et un autre pôle qui est chargé de la conversion écologique, si j'ai bien compris. Avec un pôle qui risque, un de ces deux pôles qui risque d'être sous la tutelle de Bercy. Ça sera très intéressant à suivre et voir comment ce gouvernement va être peut-être le premier, je le souhaite, je ne sais pas si ça sera le cas, être le premier à pouvoir concilier la lutte contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire le respect d'une certaine écologie qui ne soit pas une écologie bête et méchante comme on l'a souvent vécu, et puis le réalisme économique qui est tout à fait nécessaire à la bonne marche du pays. Et ça, aucun gouvernement jusqu'à présent n'a réussi à le faire, parce que je vous rappelle que les présidents de la République, y compris Nicolas Sarkozy qui avait fait le Grenelle dans l'environnement, au bout d'un moment, se baladant dans les travées du ministère du salon de l'agriculture, avait dit bon, maintenant ça suffit. L'écologie, ça commence à bien faire. Je pense que nécessité fait loi et qu'on arrivera à des choses plus satisfaisantes parce que l'urgence fait que ça arrivera. Moi, je suis inquiet d'une chose. Je voudrais bien savoir qui va être nommé au ministère de la Culture. Pourquoi ? Parce que c'est la culture et la communication. Il y a des sujets extrêmement graves aujourd'hui. D'abord, l'inculture de l'information des Français, qui lisent plus beaucoup les journaux. Donc, il y a un problème. Pour qu'une démocratie fonctionne, il faut que la culture fonctionne, que l'information fonctionne. Sinon, ça ne peut pas fonctionner, la démocratie. Donc, qui va être ce ministre chargé de la communication au moment où il y a des gros dossiers dans l'audiovisuel et au moment où les réseaux sociaux supplantent, qui sont des chemins sauvages, plutôt pour les fake news que pour l'information, mais c'est ce qui marche le mieux. Et ensuite, on périt aussi, la démocratie peut périr d'un manque d'esprit critique, et ce manque d'esprit critique, une fois qu'on a fini nos études, c'est le ministère de la Culture qui prend le relais pour les adultes et les citoyens. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de grand ministre de la Culture, et comment se fait-il que ce sujet de la culture n'ait pas été suffisamment évoqué pendant la campagne électorale? C'est intéressant ce que dit Philippe, parce que j'aime beaucoup ça. Vous savez qu'on a quand même c'est une des singularités françaises, c'est d'avoir un ministère de la Culture. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont un ministère de la Culture et qui s'attachent aussi qui considère que ça n'est pas qu'un commerce. Aussi fortement à cette importance. Et c'est vrai qu'on a eu deux ministres, sans faire outrage aux autres, qui ont rayonné dans ce domaine, Malraux et Lang. Et Michel Guy, qui était un bon ministre. Michel Guy, malheureusement l'histoire l'a moins retenu, qui était un ancien journaliste d'ailleurs. On fait vivre quand même aux Français le mythe de la culture à portée de tous, alors qu'en réalité, enfin, vous voyez, les politiques tarifaires des théâtres, pardonnez-moi mon cher Yves, mais on paye des impôts
impôts pour financer des théâtres auxquels ne se rendent que les cadres et les dirigeants d'entreprise. Hein. Mais je ne connais pas populaire. J'entends bien. Et c'est un libéral que vous parlez. Mais je ne connais pas beaucoup de pays où la culture soit si facilement accessible. Bon, écoutez, on n'aura pas terminé sur la droite comme je le souhaitais, mais ça n'est pas grave. Ça nous donnera l'occasion de futures conversations. Merci Yves Tréhard. Merci Philippe Val. À la semaine prochaine. Et merci à Catherine qui est restée, Catherine Ney, à nous écouter religieusement tout en apportant ces petits commentaires qu'elle a gardés pour elle.